Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode du What's Up Podcast. Aujourd'hui, épisode spécial. C'est un épisode qui est hors série. Je voulais inviter mon ami, le sociologue Mathieu Bock-Côté, pour justement venir nous parler de c'est qui Mark Carney. En ce moment, on est en pleine campagne électorale 2025. Puis, on ne sait pas c'est qui Mark Carney. C'est un gars qui est bien populaire dans les sondages, puis j'ai aucune idée c'est qui. Il y en a qui utilisent des mots comme technocrate mondialiste et je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Fait que j'ai invité mon ami Mathieu Bock-Côté pour venir nous éclaircir un peu plus sur c'est qui cette personne-là. Fait que merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté. Hello! Yes! Fait que ben c'est ça. Fait que c'est qui Mark Carney? Bon, alors, si on veut faire un profil personnel et un profil collectif, je distingue, c'est-à-dire, il y a sa propre vie et il y a ce qu'il représente. Mark Carney, bon, il est né dans les territoires du Nord-Ouest en 65, si je ne me trompe pas. Il a eu une authentique et belle carrière académique, en fait, donc, en économie, devenu économiste, particulièrement bien formé. Donc ça, c'est le premier élément qu'on peut dire de lui. Et ce qui l'a amené à faire une carrière dans le milieu de la banque, et ensuite de poursuivre sa carrière où il a été gouverneur de la Banque centrale du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, il y a eu tout à la fois la carrière d'universitaire, la carrière d'homme d'affaires, de financier, et la carrière de haut fonctionnaire en quelque sorte. Et aujourd'hui, il est Premier ministre du Canada, comme on le sait. Ce qui est intéressant, c'est c'est l'incarnation, en quelque sorte, des élites, que moi j'appelle les élites mondialisées. Tu disais, qu'est-ce qu'un technocrate mondialiste? J'y reviendrai dans un instant. Mais il représente pour moi ces élites associées véritablement à la mondialisation telle qu'on l'a connue globalement des années de la chute du communisme, donc la chute de l'URSS, début des années 90, aux années présentes, donc les 3 décennies pour l'essentiel, on pourrait remonter ça à la rigueur si on veut vers les années 80, qui ont vu apparaître une caste mondialisée de nouvelles élites, en quelque sorte, qui ne se définissaient plus en fonction des intérêts d'un pays, par exemple, d'un pays en particulier, de l'intérêt national, mais une forme de caste transnationale, ce qu'on pourrait appeler méchamment, lorsqu'ils sont dans le domaine privé, les oligarques de la mondialisation, quand ils sont dans le domaine public, les technocrates de la mondialisation ou mondialistes, et qui, ces gens-là, se disaient, notre objectif, c'est de créer, puis c'est une vision du monde qui se défend, il ne s'agit pas d'en faire je la critiquerai sévèrement, mais il y a une vision du monde qui se défend qui consiste à dire il faut passer du modèle globalement de l'État-nation à un monde de l'économie mondialisée avec une gouvernance globale qui va se substituer de plus en plus aux États-nations tels qu'on les connaît. Cette caste avait cela de particulier que ses membres se sentaient davantage proches entre eux que en fait, leur sentiment d'appartenance était davantage une appartenance de classe sociale à la caste davantage qu'aux différentes nations dont ils provenaient. Donc, la mondialisation a produit, si on veut reprendre des concepts qui nous viennent de feu l'URSS, une forme de nomenclatura, une caste des gestionnaires mondialisés, des gens qui étaient très à l'aise dans le langage de la finance, très à l'aise dans le langage des banques centrales, et qui par ailleurs ont embrassé dans les années 2000 la question climatique, qui a évidemment toute son importance, mais on était devant des gens qui étaient sur le mode de la déconstruction des États et ils ont embrassé la question climatique en quelque sorte pour se donner un vernis progressiste. Et ça, on le voit dans le livre de Mark Carney, Values, j'espère ne pas me tromper sur le titre, qui est paru il y a quelques années à peine, où il se présentait vraiment comme une forme de grand ingénieur d'un nouvel ordre mondial centré sur la lutte contre les changements climatiques, sur l'optimisation d'un capitalisme de l'inclusion, puis tout ce blabla qui, globalement, poussait à la déconstruction, encore une fois, des souverainetés nationales, des frontières nationales, et ainsi de suite. Donc, ce qui est particulier, c'est que Carney arrive à contre-temps. Bon, peut-être dans le cas de Trump, c'est différent, mais je m'explique. Un peu partout en Occident, il y a aujourd'hui une forme de révolte qu'on dit populiste. Le terme est-il le bon? Je ne suis pas certain. Avec des éléments conservateurs, des éléments identitaires, des éléments sociaux. Une remise en question du monde de la mondialisation tel qu'il s'est construit depuis 30 ans, 40 ans. Et on voit des partis nouveaux émerger ou des partis se transformer pour porter des aspirations de peuples qui disent la mondialisation nous a moins bien servi qu'on le disait. Je donne un exemple. On dit la mondialisation, c'est très bien, ça a permis à la Chine d'émerger, par exemple, puis à d'autres pays qui étaient plus pauvres d'émerger. Ça se défend,
Mais au même moment, on oublie de dire que ça a entraîné souvent l'appauvrissement des classes moyennes occidentales, la désindustrialisation des États-Unis, la désindustrialisation de l'Europe. Donc, il y a une forme de protestation qu'on voit un peu partout. Et Carney, lui, c'est comme l'incarnation de ce contre quoi les peuples protestent aujourd'hui. Dans le cadre qui est le nôtre en ce moment, il y a la situation de Trump. Trump qui arrive, et ça, c'est une espèce d'étrange tango auquel on a eu droit depuis quelques semaines. Trump est là sur le mode « je vais vous annexer, le 51e État, je vais m'emparer de vous », puis dans la version concrète, les tarifs. De manière assez étonnante, les Canadiens et les Québécois ont cru à cette menace. Moi, c'était une chose qui m'a surpris. Autant j'ai aucun désir de me faire annexer de quelque manière que ce soit par les États-Unis. Je le suis déjà par le Canada et ça me dérange suffisamment. Alors là, donc là, on était dans une séquence où les États-Unis, Trump nous trollait sur ce mode-là. Et ça, il a vraiment déclenché une forme de presque une crise de psychose collective, ou à tout le moins une forme de crise d'angoisse collective. Et là, on s'est dit, qui peut nous défendre contre Trump? Qui peut porter le drapeau? Et qui peut fournir le bouclier? Et Carney est arrivé comme l'homme le super compétent, porté au pouvoir, qui apparemment n'aurait rien à voir avec le Parti libéral, qui incarnerait une rupture totale, bien que Carney, depuis des années, après sa carrière de grand technocrate mondialiste, eh bien, il a participé à la gestion des gestionnaires de fonds d'investissement privés, qui était la quintessence du capitalisme virtualisé, mondialisé. Et il était aussi proche du Parti libéral. Mark Carney était proche du Parti libéral, c'était un conseiller du Parti libéral, il était solidaire du Parti libéral, non seulement de ses grandes décisions économiques, je précise que l'économie canadienne, après 10 ans de trudeauisme, est une économie qui est aujourd'hui objectivement en panne. C'est une catastrophe économique, le trudeauisme. Et il était non seulement solidaire, mais complice de l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, qu'est-ce que c'est? C'est ce projet porté essentiellement par la technocratie fédérale, mais par les bureaucrates d'Ottawa, puis le Parti libéral, qui dit qu'il faut 100 millions de Canadiens à la fin du siècle pour faire du Canada une grande puissance démographique aussi, dans le siècle qui viendra. Puis de ce point de vue, le Québec, on s'en fout complètement, il se renoyer, c'est secondaire. Il était solidaire de ça. Donc on est dans cette séquence très particulière où Mark Carney, qui incarne ces élites mondialisées, qui globalement, partout, ont entraîné un affaiblissement de leur pays, un appauvrissement de leur pays, un appauvrissement des classes moyennes, une perte de souveraineté populaire, une perte de démocratie, et qui, dans le cadre canadien, a été solidaire d'un parti libéral dont l'héritage sur une décennie est un désastre, se présente à nous comme le candidat du changement, le candidat de l'inattendu, le candidat de la rupture, et nous sommes obligés apparemment de croire à cela. Donc, je t'ai fait une réponse à la fois biographique, personnelle, et ce qu'il représente, selon moi, à la fois sur le plan de la sociologie de la mondialisation et du Canada. Voilà pourquoi tu l'auras deviné, parce que je l'ai bien dissimulé. Je confesse quand même quelques réserves à son endroit. Mais c'est ça, là, tu as dit énormément d'affaires, mais tu sais, en tout cas, on va essayer de passer aussi à travers tout ça en moins d'une heure, là, tu sais, je sais que ton temps, il est précieux, puis pour toi, il est en ce moment 11 heures, je pense que tu m'as dit. Là, fait 23h11. Fait que, c'est ça, on va y aller. Fait que de qu'est-ce qu'on comprend, c'est ça, c'est l'élite des élites, puis aussi, comme tu l'as dit, on dirait que à travers l'Occident, en tout cas, du moins, il y a de plus en plus une séparation entre la population puis les élites. Il y a comme une déconnexion qui se passe. Puis là, c'est ça, là, lui, il arrive comme, vu qu'on le connaît pas, comme étant le sauveur. Puis qu'est-ce qui est vraiment fâchant là-dedans, c'est que, de qu'est-ce que je comprends, ils le vendent comme étant le changement. C'est le changement. Il faut quand même le faire pareil. Puis, mais moi... Vas-y. Vas-y. Non, mais c'est ça, c'est, fait que, moi, ma question à te poser là-dedans, c'est en quoi qui est tant différent de Justin Trudeau? Moi, tant qu'à moi, la grogne que la population canadienne elle avait envers Justin Trudeau, c'est juste transposé à Trump, puis lui, il apparaît comme « Ah, je m'en viens vous sauver », il est à l'origine quasiment de ça. Là. En tout cas, il est coupable par... Le génie du Parti libéral du Canada, il ne faut jamais oublier, le Parti libéral au Canada, ce n'est pas un parti comme un autre. Hein. C'est l'expression politique de la technostructure canadienne. Le Parti libéral considère que le Canada lui appartient à la manière d'un bien privé. De temps en temps, les conservateurs peuvent en gagner une, mais à condition de ne pas remettre en question les fondements du Canada tels que cela représente le PLC. J'ajoute d'ailleurs que le PLC a été capable de graver sa vision du Canada dans la Constitution. Ce qui fait en sorte que même quand les autres gagnent, ils ne peuvent pas changer des choses fondamentales. Premier élément.
je dirais que le génie des libéraux, ça a été de laisser croire que les 10 dernières années n'étaient pas des années du Parti libéral, mais du trudeauisme seulement. Donc, c'était pas la dérive d'une élite, d'un parti, d'une vision, d'un mouvement. C'était la dérive d'un seul homme. Donc, dès lors qu'on se délivre de cet homme qui aurait été en quelque sorte, qui aurait profité d'un culte de la personnalité, qui l'aurait porté au sommet et qui aujourd'hui entraînerait sa chute, dès lors que le Parti libéral a sacrifié l'homme Trudeau, eh bien, c'est comme si tout le reste n'était pas abîmé, comme si le Parti libéral était immaculé et avait simplement dû se délivrer du farfadet qui gouvernait le Canada depuis 10 ans. Moi, je disais souvent la blague par ailleurs, et c'est un peu confirmé, je disais, pour moi, Justin Trudeau, c'est la reine d'Angleterre. Hein. Il règne, mais ne gouverne pas. Donc, dans les faits, Justin Trudeau était un homme, je ne pense pas être irrespectueux en nommant les faits, c'était pas, disons, l'homme le plus cortiqué du Canada. C'était pas l'homme le plus construit intellectuellement. C'était un homme de théâtre en perpétuelle représentation, bon pour pleurer lorsqu'il le souhaitait, capable de faire le mariole et le guignol, mais qui n'avait pas particulièrement des compétences pour gouverner. Ce qui faisait l'affaire, évidemment, globalement de Bay Street, ce qui faisait l'affaire des élites de Toronto, ce qui faisait l'affaire de la technostructure fédérale. Bon. Donc là, le génie du Parti libéral, c'est de dire c'était pas notre faute, c'était la sienne. C'était la faute d'un homme en particulier qui s'appelait Trudeau. Donc, il suffit qu'on se débarrasse de lui et qu'on en mette un autre, et là, c'est Carney, pour remettre les compteurs à zéro. Il y a un élément là-dedans qui est fascinant, c'est que globalement, les mêmes apparatchiks, la même nomenclatura libérale demeure en poste, mais parce qu'ils ont changé de visage, ils prétendent avoir changé de parti. Il y a quelque chose d'autre qu'on doit ajouter dans le cas de Carney, c'est que lui, il y a quelques années, dans son livre Values, dont on parlait, je pense, il y a un instant, dans son livre Values, il proposait une conception du capitalisme, de forme de l'ingénierie sociale, de la crise écologique, tout ça, et qui était assez construite. On pouvait être en désaccord sérieux, mais c'était pas zouave, c'était intelligent, c'était construit, c'était une vie. Ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, dans son discours public, je ne dis pas dans ses pensées intimes auxquelles je n'ai pas accès par ailleurs, il fait le contraire de ce qu'il projetait il y a à peu près 4-5 ans. Et là, oui, c'est ça de son livre. Ah oui, ça fait 3 ans que c'est sorti, ça. Là. C'est tout récent. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le Parti libéral au Canada a évidemment une philosophie, c'est globalement le libéralisme, mondialisme, multiculturaliste, mais le Parti libéral, c'est aussi un parti qui peut dire une chose et son contraire pour rester au pouvoir parce qu'il considère que le pouvoir lui revient de droit divin, en quelque sorte. Et là, ce qui est assez intéressant quand on regarde Carney dans tout ça, et la séquence avec Trump, puis j'y reviens parce que c'est important. Trump a lancé ses trucs d'annexion, 51e État. La population y a cru. A manifestement eu peur. Moi, je donne un exemple ce temps-ci parce que ça m'a vraiment marqué. Une personne que j'estime beaucoup, une fille intelligente, là, vraiment une fille brillante, qui est à peu près, qui a des convictions semblables aux miennes, indépendantistes, conservatrices, identitaires, entre guillemets, mais qui n'est pas très politisée. C'est-à-dire, la politique n'est pas au cœur de sa vie, ce qui est tout à fait normal. Heureusement qu'il y a des gens qui ne pensent pas à la politique tout le temps. Là. Donc, et cette personne me téléphone il y a quelques semaines en me disant « Mathieu, est-ce qu'on va devenir le 51e État des États-Unis? » Là, j'ai fait « Oh! » Là, je viens de comprendre quelque chose, c'est que le trolling de Trump fonctionnait. Et là, ça fonctionnait, donc ça allait modifier le comportement électoral des gens qui n'allaient plus se définir sur le mode « suis-je libéral, conservateur, néo-démocrate ou bloquiste », mais je vais me définir plutôt sur le mode « qui peut nous protéger de Donald Trump ». Et là, au Québec, il y a un effet très particulier là-dedans. Cette élection fédérale se vit sous une forme de fièvre canadienne qui amène les Québécois à sacrifier leurs intérêts, leurs enjeux pour voter simplement pour celui qui va les protéger, entre guillemets. Et il y a un côté colonisé là-dedans qui remonte à la surface, c'est-à-dire on cherche le bon maître anglais qui va nous protéger de l'Empire américain. Mm-hmm. Donc, et c'est comme des vieux schèmes mentaux qui remontent à la surface. Puis moi, je résume ça dans la formule suivante.
c'est comme si le nationalisme québécois s'était mis au service du patriotisme canadien pour nous défendre contre l'impérialisme américain. Mais le résultat de tout ça, c'est que l'Alberta va défendre d'abord ses intérêts, l'Ontario défend d'abord ses intérêts parce que l'Ontario se prend pour le Canada à chaque fois, bon. Et le Québec, là-dedans, joue vraiment en Team Canada. Donc, on est dans l'effacement sacrificiel de nos propres intérêts, croyant défendre le Canada sur le mode de l'union fait la force. Et le génie des libéraux, c'est d'avoir été capable de détourner, d'instrumentaliser politiquement l'angoisse de l'annexion à leur avantage. Parce que dans les faits, je pense qu'à peu près toute personne à peu près rationnellement construite savait que l'annexion, il n'y aura pas de tank américain à Regina, il n'y aura pas de parachutiste américain à Moose Jaw, puis il n'y aura pas de... Tu peux faire la liste, là, ça n'arrivera pas. Donc, le fait est que les libéraux relançaient chaque fois que la rumeur de l'annexion baissait. Ils disaient non, nous, on prend ça au sérieux. On prend ça au sérieux parce que c'est grave. Puis là, plus on prend ça au sérieux, plus votez pour nous parce qu'on est ceux qui vont empêcher la chose. Puis Carney est un peu l'homme providentiel. Tu demandais la différence avec Trudeau. Je pense que globalement, ils ont à peu près les mêmes idées. Ils sont surtout, ce sont des progressistes mondialistes, multiculturalistes. Mais je pense que Carney est par ailleurs plus cortiqué intellectuellement, il est plus construit intellectuellement, il incarne une forme, par son parcours, une forme d'autorité qui fait que les gens ont envie d'y voir le sauveur dont ils croient avoir besoin pour quelques semaines. Au point de laisser de côté au Québec, je le redis un instant, le fait que Mark Carney, qui a acquis beaucoup de compétences dans sa vie, n'a pas cru nécessaire d'apprendre le français. Donc quand on voulait se préparer mentalement, biographiquement, pour devenir premier ministre du Canada, théoriquement, on est censé se dire un jour, il va falloir parler en français. Il parlait tellement mal le français qu'il a fui le débat TVA. Il parle tellement mal le français qu'il va dans le débat du consortium, qui est un débat, mais encadré, amidonné au possible. Et le résultat des courses, c'est que les Québécois, en ce moment, on verra le résultat à la fin, ont une forme de comportement moutonnier sur le mode Carney le sauveur, sans même vérifier exactement ce qu'il représente, ce qu'il porte. De ce point de vue, ça nous rappelle à quel point, en démocratie, hélas, le comportement électoral, quelquefois, est assez superficiel. Ben ouais, parce que j'ai reçu un podcast Yves François Blanchet, puis il disait que même Trudeau savait que c'était pas vrai, les affaires d'annexion, tout ça, mais il jouait la carte parce qu'il savait que ça allait créer l'unité canadienne en arrière du Parti libéral, même qu'il y avait Luc Ferrandez qui disait qu'il avait reçu, durant une élection, je crois, partielle fédérale, il avait reçu des députés. Puis il disait, nous autres, là, ben, je pense que c'est off-record qui disait ça, mais il fallait qu'il t'offre jusqu'à Donald Trump parce qu'il savait qu'il allait foutre la merde puis que ça allait créer l'unité canadienne. Puis là, tu sais, juste une autre affaire, ça, je voulais dire parce que ça m'a. Tu sais, tout ce que tu dis en ce moment, mettons, avec les Québécois, moi, je me demande, tu sais, c'est quoi la culture politique des Québécois? Tu sais, es-tu déficiente? Est-ce que le monde ne prend pas la peine de vraiment chercher, de creuser? Tu sais, ils font juste se fier à voici le CV, mais je regarde pas, genre, mettons, est-ce qu'il a bien fait sa job, tu sais, ou... Ben, je pense que la culture politique, je vais y aller avec une formule méchante à laquelle je n'adhère pas, mais qui représente le mauvais côté de la démocratie, qui pour l'essentiel a surtout des bons côtés. C'est Churchill qui disait le meilleur argument contre la démocratie, c'est 5 minutes de discussion avec l'électeur ordinaire. Donc, c'est évidemment méchant, c'est faux parce que je crois, moi, à la sagesse populaire, mais on comprend ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a quelquefois une forme de superficialité du comportement électoral des gens. Je comprends vraiment que le commun des mortels ait d'autres choses à faire que penser à la politique tout le temps. Oui, c'est sûr, là, c'est sûr. C'est normal, là. Si tout le monde était comme moi ou comme toi, genre le monde s'effondrerait demain. Donc, heureusement, les gens ont d'autres choses à faire. Ensuite, auparavant, on compensait l'absence d'intérêt général pour la politique par des traditions politiques assez fortes, même souvent familiales, qui structuraient le comportement électoral des uns des autres. Donc, tu sais, il y avait des familles bleues, des familles rouges, il y avait des familles souverainistes, des familles fédéralistes, il y a des familles de gauche, des familles de droite selon les pays. Ça structurait. Donc, le manque d'intérêt personnel était compensé par une forme de filiation politique qui était même portée dans la famille. Dès lors que ces grandes traditions politiques se sont peu à peu effacées, n'ont pas été entretenues pour différentes raisons, dès lors que la culture politique classique s'est laissée dissoudre par une culture politique nouvelle médiatiquement portée,
qui est capable d'amener l'attention d'un électeur. Le jour A1, on s'intéresse à une chose, le jour 2, on s'intéresse à une autre, le jour 3, on s'intéresse à une autre. Et ce qui nous intéresse, c'est moins dans les enjeux de fond que la nouveauté sensationnaliste du moment. Eh bien, l'électeur se laisse de plus en plus, comme on dirait en bon québécois, barouetter par l'humeur du jour. Et ce qui fait en sorte que le manque d'intérêt politique légitime de chaque individu, couplé à la désagrégation des traditions politiques, familiales, culturelles, tout ça, dans un contexte d'hypermédiatisation qui fragmente l'attention, qui fait que les gens... Et dans un contexte où, par ailleurs, c'est pas un détail, on est les voisins de l'Empire de notre temps qui a lancé des menaces qui, d'une manière ou de l'autre, on verra sidéré. Donc, on suspendu le jugement des uns et des autres qui vivaient tous dans la peur de quelle serait la prochaine déclaration de Trump, d'autant que, par ailleurs, sa politique tarifaire n'était pas un cadeau. Là. Donc, quand on a tout ça mis ensemble, puis par ailleurs, quelquefois un discours médiatique qui pousse jusqu'à l'obsession, c'est-à-dire qui préfère provoquer l'indignation que chercher à comprendre les phénomènes, si tu mets tout ça ensemble, bien, l'électeur moyen, sa capacité de résistance appelons ça aux élans d'enthousiasme médiatiquement organisé du moment, à la propagande des différents intérêts, sa capacité de résistance est assez faible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire que normalement, cette capacité de résistance prend un peu de temps à se développer et ainsi de suite. Or là, on est dans la sidération post-trumpienne, on est dans la sidération qui a suivi les menaces d'élection. Donc, le jugement collectif et individuel est brouillé. Voilà pourquoi cette élection nous semble aussi lunaire. Mais tu sais, on dirait qu'ils prennent pas le temps vraiment de vraiment vouloir, je sais pas, s'informer. On dirait qu'ils ont peu de critères qui s'attendent à un politicien, tu sais, de vouloir vraiment creuser. Tu sais, comme là, en ce moment, tu sais, je commençais de même. On le connaît même pas, Mark Carney. Oui. Tu sais, on sait juste, c'est ça, comme tu sais, gouverneur de la banque en Angleterre. Tu sais, tout à l'heure, on va pouvoir y revenir. Mais, tu sais, puis c'est ça, il était conseiller économique de Justin Trudeau de 2020 à 2025. Mais tu sais, si tu regardes vraiment l'économie canadienne, tu mets pas ça dans un CV, là. Ah ben exactement, non, mais tu as absolument raison. Moi, ça me frappe, c'est-à-dire qu'on est un peu hypnotisé par un CV qui, vu ses expériences concrètes, sa traduction concrète ne me semble pas si convaincant. Ensuite, comme je dis, avoir été gouverneur de la Banque d'Angleterre, j'aurais pas pu le faire. Je manifestement gouverneur de la Banque du Canada, donc je sais que ça implique une forme de compétence technique spécifique qui témoigne d'une véritable intelligence. Je dis pas le contraire, c'est pas on dirait qu'on le prend pour acquis, par exemple. Voilà! Puis, exactement. Puis surtout, moi, je reviens sur l'élément de caste, parce que je pense que c'est l'élément qui nous manque dans tout ça. La caste qui nous dirige depuis 30 ans, quel que soit le pays globalement, elle a échoué. Elle a échoué lamentablement. C'est-à-dire que nos pays sont moins prospères. Nos pays ont vu s'effondrer, c'est pas un détail, leurs institutions scolaires. On voit les institutions de l'État-providence aujourd'hui partout en décomposition. On voit des sociétés qui font de moins en moins société d'ailleurs, où chacun se replie dans sa vie de manière ou de l'autre. On vit dans des sociétés où les finances publiques sont dans une situation à ce point catastrophique. On le voit en France, on le voit au Canada, on le voit au Québec, on le voit un peu partout. On est dans des sociétés qui, par ailleurs, n'ont pas pris au sérieux les questions militaires pendant des années, ce qui fait que là, il y a une crise de panique devant la Russie qui est menaçante, devant la Chine, que toute une série de phénomènes mis ensemble. Je n'ai pas envie de dire de cette élite qu'elle a réussi. Si on fait une forme de comparaison historique, j'ai l'impression qu'on est devant des élites qui font penser aux élites d'anciens régimes avant la Révolution, c'est-à-dire des élites qui ont profité, qui ont bien joui, qui étaient au cœur des appareils, mais qui n'ont pas été capables de faire la première chose qu'on fait quand on est dans l'élite, c'est non pas se servir, mais servir. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait une élite, appelons ça comme ça, qui vivait sur le mode des privilèges immenses de la mondialisation, qui avait, comme je dis, créé une forme d'une classe d'oligarques occidentaux, mais aussi une nomenclatura, les gestionnaires du monde mondialisé. Et le résultat, c'est qu'on les questionne rarement sur leur bilan. Dire, Monsieur Carney, tu l'as rappelé, conseiller de Justin Trudeau. Bon, mais à quel moment, à quelle décision, depuis 5 ans, vous avez été là à peu près 5 ans, vous associez-vous? Ou est-ce que vous considérez que vous êtes responsable d'absolument rien des décisions qui ont été prises et dont vous étiez le conseiller? Il y a quelque chose là-dedans qui est fascinant, mais ça relève aussi, je pense, d'une certaine paresse de certains commentateurs qui pourraient le questionner sur ça.
mais ils sont tellement effrayés par le grand méchant Poilièvre à qui on prête des cornes, qu'on traite comme une forme de mini-Trump canadien. Là, je ne suis pas dans l'adoration de Poilièvre, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, mais là, la peur de Poilièvre a fait en sorte, en matière de politique locale, qu'on était heureux d'avoir, on savait que Trudeau était fini, on savait que Trudeau, c'était fini. Et là, on s'est tourné vers Carney sur le mode, bon, ben, au moins avec lui, on va éviter le pire. Je vois d'ailleurs que certaines figures de la colonie artistique québécoise, pour une poignée de dollars, on aurait dit dans un film de Sergio Leone, ont accepté de se mettre au service de Mark Carney dans ses publicités. Je trouve ça révélateur, en fait, et un peu triste, bien franchement, puis ça nous en dit beaucoup sur ceux qui acceptent cette poignée de dollars, comme dirait Sergio Leone. Ouais, mais on va laisser faire eux autres, là, mais on va se concentrer sur nos questions. C'est une parenthèse. Mais est-ce que, mettons, tu sais, juste pour que ça soit comme plus clair pour ceux, mettons, qui suivent moins peut-être la politique, tu sais, est-ce qu'on peut y accorder, mettons, des décisions politiques prises que Carney a fait, était conseiller là-dessus, tu sais, je sais pas, la PCU ou ces affaires-là. Alors, la gestion de l'économie post-COVID, par exemple, moi, je ne suis pas de ceux qui... Alors, il faut dire, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là, j'ai évolué aussi, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que la gestion de l'économie pendant la pandémie et la post-pandémie a été de réussite exceptionnelle. Manifestement, il y a eu une forme de gestion là-dedans on croyait contenir le pire et on en paie le prix aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'associer à ça. On peut surtout l'associer, d'un point de vue québécois, ça me semble assez important, à l'initiative du siècle. L'initiative du siècle dont il était solidaire. Bon, puis il a fait venir d'ailleurs dans son Conseil des relations canado-américaines un des types de Mark Wiseman, je crois. Wiseman. Voilà, qui est de l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, on l'a dit, c'est ce think tank qui voulait convaincre Ottawa de monter la population, avoir des seuils d'immigration massive pour atteindre 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle et même avant, pour faire du Canada une superpuissance démographique dans le siècle à venir. D'un point de vue québécois, ça, c'est la noyade démographique, c'est la submersion migratoire, c'est la fin du fait français. Puis même d'un point de vue canadien, c'est des apprentis sorciers. La crise, par exemple, du marché immobilier au Canada, même Pierre Poilievre, c'est important, la question de la critique de l'immigration massive au Canada était interdite il y a encore 2-3 ans. Puis la critique a été rendue possible à cause de la question du dérèglement complet du marché immobilier par cette immigration massive. De la même manière, le dérèglement des systèmes de santé, des systèmes sociaux, tout ça, Mark Carney, et on pourrait dire, je ne dis pas qu'il c'était pas lui le chef, donc je ne dis pas que c'est sa faute à lui. Je dis qu'il était, sa politique d'immigration, dont il était un des théoriciens, un des porteurs, un des défenseurs, a eu comme résultat une société qu'il va falloir réparer pendant longtemps si elle est réparable. Or, là, maintenant, il a beau nous dire, ah oui, on a peut-être été un peu trop loin, tout ça, il fait une autocritique tout à fait superficielle des politiques menées par Justin Trudeau pendant un bon moment. De la même manière, il a dit après Trump, c'était sur le mode du contraste, il a dit le Canada va demeurer une terre d'inclusion. Bon, théoriquement, on est tous pour l'inclusion pour la tarte aux pommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que le Canada va demeurer un pays ancré dans le wokisme, dans le multiculturalisme le plus agressif, un pays ancré dans globalement les différentes théories de la déconstruction de l'identité qu'on voit aujourd'hui. Donc, Mark Carney se montre solidaire de cette part-là de l'héritage de Trudeau. Donc, encore une fois, il n'était pas premier ministre, donc on ne peut pas dire que c'était de sa faute, mais il était là à ce moment-là. Et je reconnais dans les décisions de Justin Trudeau à l'époque l'empreinte d'une vision qui était la sienne. Donc, il ne peut pas se désolidariser aussi rapidement qu'il l'a fait. Mais encore une fois, les Rouges ont eu ce génie de nous dire que ce n'était pas la faute au parti, c'était la faute à Trudeau. C'est le culte de la personnalité. Dès lors qu'on tourne la page, on fera un grand congrès où on va se dire que finalement, on s'est débarrassé de lui, puis on va tous critiquer ses excès et embrasser le nouveau chef en disant merci d'être là. À l'échelle de l'histoire, on a déjà vu ça dans d'autres circonstances. Je ne peux m'empêcher de dire que ça se passe aujourd'hui au Canada. Ben ouais, ben c'est ça, parce que si je comprends, si on l'image, c'est Trudeau, c'était la marionnette, puis la main des marionnettistes, Carney pourrait être un des doigts qui était là-dedans. Ben, alors, moi, je comprends ton image. Je m'en détache juste sur ça parce que sur le plan de l'image, c'est convaincant. Ensuite, les esprits sommaires nous diraient « Ah, vous êtes conspirationniste, vous êtes conspirationniste. » Conspirationniste. Trudeau a manifestement pas été choisi pour sa maîtrise des compétences des politiques publiques. Il a manifestement pas été choisi pour sa connaissance fine des enjeux du monde.
Donc, il était là pour offrir un visage souriant. Il incarnait le progressisme diversitaire canadien à la puissance 1000. Bon, c'était un temps, mais il y avait, moi, comme disait Duplessis en d'autres temps, on me pardonnera de le citer, quand il disait qui gouvernait le Canada, c'est les Bright Boys de Toronto. Bon, mais de ce point de vue, ça n'a jamais vraiment changé. La technostructure fédérale, qui est globalement à Ottawa et à Toronto, gouverne, et de temps en temps, il y a un personnage qui passe, mais Justin Trudeau n'était pas le plus, comme je dis, celui qui avait le plus de densité existentielle qui lui aurait permis de s'émanciper de la machine. Tout à l'heure, tu as parlé des médias qui avaient, des fois, qui avaient peur de peut-être poser des questions plus en profondeur. Puis moi, j'ai souvent entendu, ma tante, je me demande, ça me pose à te poser la question, est-ce que c'est légitime de dire que les médias font que Mark Carney il est comme plus, plus populaire dans les sondages parce que ils veulent pas perdre leur subvention, ils veulent pas, est-ce qu'ils font en sorte qu'ils aident Mark Carney à marcher sur l'eau et mettre sur un plateau d'argent? Je pense pas que c'est aussi le lien est aussi direct. Ce que je pense, c'est que la caste médiatique, globalement, elle est progressiste, progressiste, mondialisée, diversitaire, dans sa grande majorité. Alors, les gens ont tout à fait le droit de penser ça. On est en démocratie, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Mais il y a un effet de masse, c'est-à-dire quand globalement, le milieu des commentateurs, des journalistes, de ceux qui décrivent la réalité, pas tous, hein, j'insiste, mais une portion significative penche dans une direction, eh bien, là, il peut avoir un effet banc de poisson. Et quand Carney arrive, sont tout heureux, sont tout heureux de s'enthousiasmer. Emmanuel Latraverse, qui est une de mes collègues à TVA, avait une formule que j'avais trouvée très bonne à propos des élites canadiennes. Elle disait que les élites canadiennes avaient envie de tomber en amour avec Mark Carney. Et j'ai l'impression qu'on était dans cette romance désirée avec lui. Ensuite, quand Carney annonce 150 millions de plus pour Radio-Canada, dans un contexte de finances publiques en effondrement, dans un contexte de surfiscalisation, de braquage fiscal des uns et des autres, dans un contexte où les médias privés peinent à survivre, eh bien, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je ne dirais pas que c'est une tentative d'achat, ce serait grossier, mais je dirais que ça dit bien l'estime qu'il porte aux médias publics et l'estime que les médias publics lui portent. Ils se comprennent, ils parlent le même langage, ils pensent avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Ils se méfient de ce qu'ils appellent les populistes, c'est-à-dire globalement ceux qui parlent autrement que dans les catégories de la respectabilité fixées par les élites. Donc, tous ces gens-là, ces intérêts finissent par se rencontrer. Je ne dis pas qu'ils achètent des gens, je pense pas que ça se passe comme ça. Je dis que c'est un milieu qui investit les ressources là où il croit nécessaire pour se défendre, alors que les conservateurs, globalement, voulaient, si ce n'est pas privatiser le Radio-Canada et la CBC, à tout le moins les définancer significativement. Ce qui peut-être, je fais une hypothèse, ce que voulait Poilievre, n'est pas de nature à se faire des amis. Il se peut qu'il y ait un lien entre l'un et l'autre. Ouais, ben c'est ça, si eux autres, ils disent directement qu'ils sont prêts à... parce que là, la ligne qui sort, c'est non, Radio-Canada, on y touche pas, ça va être CBC qu'on va couper, là, fait, en tout cas, c'est sûr que ça... Mais imagine, tu as un gars devant toi, tu as deux gars devant toi. Il y en a un qui te dit « Je t'aime bien, mais quand même, je suis désolé, je te donnerai pas d'argent. » Puis un deuxième me dit « Je t'aime bien, puis je vais te donner de l'argent. » Il est possible que, tout en demeurant une personne indépendante, tu préfères celui qui t'aime bien, qui va te donner de l'argent, plutôt que l'autre qui dit qu'il ne te déteste pas, mais qui ne te donnera pas d'argent. Ouais, mais tu perds toute ton objectivité. Qu'est-ce que les journalistes sont supposés être à la base? Alors, moi, je pense que, comment dire ça, l'objectivité est un idéal. Ouais. J'exige des journalistes surtout l'honnêteté. La plupart, je le précise, sont honnêtes. Ça, moi, c'est pas là-dessus que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est encore une fois les biais idéologiques intériorisés de la caste médiatique dans ce cas-là. Je donne un exemple. Je vais donner un exemple en plus assez polémique. On nous dit Donald Trump s'en prend à l'inclusion. Puis Trump, il y a 1000 choses à critiquer du bonhomme, mais je vais prendre un exemple où il est peut-être moins critiquable. On dit Donald Trump s'en prend à l'inclusion. Puis là, c'est comme ça qu'on nous présente les faits dans les médias. Donc là, les gens se disent, mais là, il est fou, pourquoi il est contre l'inclusion?
Moi, je suis pour l'inclusion. Trump est pour l'exclusion. Là, tu vas regarder de quoi on parle. Il remet en question les programmes d'équité, de diversité et inclusion, globalement de discrimination positive à grande échelle, qui amenaient à juger les individus non plus sur leur qualité personnelle, non plus sur leurs compétences personnelles, mais sur leur appartenance à telle ou telle case identitaire, telle ou telle case minoritaire, telle ou telle case victimaire, ce qui entraînait dans les faits souvent une forme de racisme anti-blanc institutionnalisé, puis pas juste aux États-Unis, parce que les Blancs étaient vus comme appartenant à des catégories privilégiées, puis les minorités étant vues comme appartenant à des catégories défavorisées. Donc là, puis au final, eh bien, il fallait promouvoir des candidatures non plus en fonction de la compétence personnelle de l'un ou de l'autre, mais en fonction du groupe d'appartenance pour qu'il y ait une représentation statistique conforme à la vision que certains avaient de la diversité. Bon, c'est plus compliqué qu'être pour ou contre l'inclusion. Mais quand on nous présente ici et là, il est contre l'inclusion, puis là, il y a un effet de meute, tout le monde répète l'affaire, le slogan se substitue à la réalité. Donc, pour pas avoir l'air d'un méchant qui est pour l'exclusion, là, comme tout le monde, tu lances ta roche sur les méchants du moment. Pour pas avoir l'air d'un méchant, tu répètes le slogan qu'il faut répéter pour conserver la bonne réputation. Mais au final, le réel en vient à nous échapper. Et moi, c'est ça qui me frappe souvent avec Carney, pour y revenir, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. On nous répète, grand banquier, CV impressionnant, homme tout à fait remarquable. OK, d'accord, mais concrètement, là, je reviens à mes affaires de caste. Les gens qui, cette mouvance-là, l'idéologie qu'il a défendue, la vision du monde qu'il a défendue, les fonctions qu'il a occupées, son rôle de conseiller auprès du Parti libéral, grand succès ou pas? Puis là, voilà, tu cherches des poux. Ah là, tu cherches des poux, tu veux compliquer la situation. On t'a dit que c'était le meilleur pour tenir tête à Trump. OK, on finit par comprendre. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est dans un moment de fièvre canadienne, de fièvre qui nous éloigne de la saine raison démocratique. Je pense qu'on va retomber sur terre. Je crains que ce ne soit après les élections. Ben, j'en profite vu que tu parles de Trump, parce que moi, quand je regarde les sondages, je me demande si ça va pas être un effet comme avec Trump, parce que quand il y a eu l'élection américaine qui vient d'avoir en 2024, ben, les médias américains, même au Québec, ils annonçaient que ça allait être une chaude lutte, là, ça allait être vraiment très serré. Puis même peut-être, la plupart que j'entendais, une victoire de Harris, mais finalement, tu regardes le résultat, puis ils se sont jamais autant trompés. Ça a été une victoire totale pour Trump. Puis fait que je me demande, est-ce en regardant les sondages aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un genre de moment de même où ils sont en train de mettre d'avant une personne plus, peut-être pour influencer ou peut-être parce que, je sais pas, ils ont des intérêts ou... moi, alors, comment dire, je me pose la même question que toi à propos de la présente élection. Je me dis, est-ce que Poilievre peut faire une surprise? Est-ce que les sondages en ce moment décrivent bien les comportements, les tendances lourdes de l'électorat? Je ne le sais pas, franchement. Je garde dans mon esprit, je dirais, un 10% de chance que cette élection soit une surprise à la fin. Ce que tu évoques comme possibilité ne me semble pas du tout insensé, d'autant que Brexit, le référendum sur le Brexit, on annonçait le triomphe du Brexit, du Remain plutôt que du Leave. Bon, eh bien, le camp du Brexit a gagné. Trump 1. Moi, je me souviens la soirée de Trump 1. Je pense que dans les sites de Paris, puis notamment les prédictions du New York Times, je pense que Clinton avait 148% de chances de gagner, c'est comme ça. Puis Trump était tellement creux qu'il allait trouver du pétrole. Bon. Donc, il était dans le négatif. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Trump a gagné. Puis Trump 2024, même Trump 2020, en 2020, il a perdu, il n'y a pas de doute. Mais il a perdu plus serré que ce qu'on disait. Puis là, en 2024, ben, effectivement, les sondages nous disaient serrer mes victoires Harris probablement. Résultat tout autre. Donc, on peut penser qu'il y a une forme de... Puis encore, il y a de très bons sondeurs, hein, c'est pas ce que je questionne, mais on peut penser que les techniques de sondage de nos sociétés sont moins efficaces qu'elles ne l'étaient auparavant à cause de ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire la volatilité des comportements électoraux, le fait que les gens sont moins ancrés dans des convictions durables, familiales, inscrites dans des comportements électoraux récurrents. On peut penser que ça joue là-dedans. On peut penser aussi que quelquefois, on cherche à tourner un sondage d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire, mettons, moi, je suis pour l'indépendance du Québec. C'est pas le scoop de la soirée, là. Mais je sais que si je fais un sondage, voulez-vous que le Québec
devienne un pays ou soit un pays souverain, le score va être plus élevé que si je pose la question, voulez-vous que le Québec soit indépendant? Puis il va être plus élevé que si je dis, voulez-vous vous séparer du Canada? Puis il va être plus élevé que voulez-vous qu'on fasse sécession de la Fédération canadienne? Pourtant, c'est la même réalité à travers ça. Donc, le fait est que la manière de poser une question de sondage peut orienter les résultats. Puis une fois que ça oriente les résultats, ça peut, puisque les électeurs se fient aujourd'hui de plus en plus aux sondages pour savoir comment se comporter parce qu'ils ont peur de s'éloigner exagérément de la masse, eh bien, ces sondages peuvent avoir un effet d'orientation. Donc, ils en viennent à moins d'écrire qu'à orienter et structurer l'opinion. Ensuite, je le redis, je pense que l'immense majorité des sondeurs sont honnêtes. On a d'excellents sondeurs au Québec, ça, j'en suis tout à fait convaincu. Mais il se peut qu'il y ait aujourd'hui, plus largement dans le monde du sondage et de la sociologie électorale, des biais d'analyse, des techniques de compréhension de l'opinion qui ne soient plus, on pourrait dire, adéquates, qui ne soient plus conformes à la dynamique sociologique de nos sociétés. Mais tu sais, moi, je reprends, ma tante, un des statuts que j'avais vu de Dimitri, je pense que c'est un... Ouais, c'est un analyste, tu sais, puis il avait sorti de quoi que dans un sondage, il avait posé plus, ma tante, la question à des plus vieux, aux 55 en montant, puis eux autres sont plus portés à voter pour Carney, puis il avait sondé moins de plus jeunes et encore moins de 18-35. Fait que qu'est-ce que ça faisait, c'est que la réponse en faveur de Carney était beaucoup plus, puis c'était disproportionné, là, tu sais, fait que là-dedans, c'est délibéré, là. Je vais donner un exemple français. Alors, je ne donnerai pas le nom parce que c'est une conversation privée, donc je vais me permettre simplement de rapporter la conversation sans dire de qui ça vient, mais je précise que c'est vrai. Conversation avec un homme politique français d'envergure qui me disait, si on veut lancer notre campagne à notre avantage, il faut faire affaire avec tel sondeur qui sait de quelle manière orienter les questions pour que on ait plus de chances de produire un résultat favorable. Donc, encore une fois, je pense que ça fait partie du jeu. Je ne lance certainement pas une accusation globalement à l'endroit du milieu des sondeurs, pas du tout, mais je dis que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis, les sondages ont changé de fonction. Ils servaient à révéler quelquefois, à décrire. Aujourd'hui, ils servent à nous dire quoi penser. Le sondage dit 61% des Québécois pensent ça. Mais pourquoi tu es assez soif? Il ne faut pas être dans le groupe. Rallie-toi. Et puis, les débats publics sont moins aujourd'hui des débats d'arguments que des débats de regarde, j'ai le sondage de mon bord. Est-ce qu'on peut arrêter de parler? Donc, le sondage se substitue à l'argument dans la manière de mener le débat public. Ça ne peut qu'avoir des effets néfastes pour la démocratie. Ben ouais, parce que, tu sais, si tu prends juste le cas en France, durant une campagne, il n'y a pas le droit d'avoir de sondage, me semble. Dans les 2 dernières semaines de la campagne, je crois. 2 dernières semaines, OK. Ou la dernière semaine, c'est 1 semaine ou 2 semaines avant la campagne, donc il n'y a plus de sondage possible. Donc, mais qu'est-ce qu'on voit? Ben, les sondages paraissent en Belgique alors quelquefois, donc c'est... OK. On voit... mais donc, les règles sont faciles à contourner dans la vie. Cela dit, moi, je me rappelle à la dernière... Parce qu'en plus, là, avec les années, ça m'avait frappé en 2022 en France, les sondages sont moins efficaces qu'auparavant. Donc, on cherche d'autres techniques pour savoir comment les gens vont voter. Donc, il y a des bourses de paris électorales, et ainsi de suite. Bon. Puis, il y a des enquêtes par les réseaux sociaux et tout ça. Puis là, je l'ai vu souvent comme éditorialiste. Là, tu as des stratèges des partis politiques qui disent « Fie-toi pas à ce sondage-là, parce que moi, j'ai une autre technique d'enquête sur l'opinion, puis regarde, on arrive premier. » Je dis, ouais, OK, mais c'est pas nécessairement convaincant comme méthode. Oui, mais cette méthode-là a fonctionné pour prédire l'élection au Kentucky en 2020. Je dis, ah, ben, c'est ça. Aussi au Kentucky en 2020, on a dit ça, ben, va te croire. Donc, il y a quelque chose. En politique, tout le monde manipule tout le monde. C'est pas pour rien que les hommes politiques ont besoin de communicants. C'est pas besoin qu'ils ont besoin de conseillers en communication. C'est pour formuler leur message de telle manière à les rendre acceptables par le commun des mortels. Ça fait partie du jeu, ça ne changera pas. C'est comme ça la vie jusqu'à la fin des temps. Et c'est le rôle des journalistes, des éditorialistes, des chroniqueurs de décrypter ça, puis de chercher, dans la mesure du possible, à présenter les choses le plus honnêtement possible, tout en sachant qu'on a des biais, puis je suis le premier à avoir les miens. Ouais. Le temps y avance, fait que je veux parler de 2 affaires, tu sais, c'est qu'on accuse Mark Carney des paradis fiscaux, mais juste avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle de quand il était gouverneur de la banque en Angleterre, tu sais, parce qu'il était accusé par l'ancienne première ministre de Liz Truss que ses politiques économiques ont été désastreuses pour
pour justement l'économie au Royaume-Uni. Puis il y en a qui, tu sais, à sa défense, ils disent que ouais, mais Liz Truss est pas crédible, elle a été là juste une couple de semaines. Tu sais, fait que, en tout cas, bref, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis peux-tu nous éclaircir? Alors, le fait est que Carney, sa réputation est surtout liée au fait qu'il était là pendant le Brexit. Donc, le Brexit est là. Il faisait campagne pour le non. Là. Voilà, et ça, c'est important de le dire. Carney n'était pas un acteur neutre pendant le Brexit. Il était quelqu'un qui mettait en garde contre le Brexit. Donc, on comprend qu'il était déjà tenté par la politique, mais ce qui n'est pas surprenant, parce que comme celle que j'appelle la caste a des opinions, puis ne se cache pas pour les afficher. Donc, on lui a reconnu une certaine prescience, entre guillemets, parce qu'il disait le Brexit ne sera pas la réussite que certains prédisent. Le Brexit, le résultat est mitigé, c'est-à-dire il y a de bons aspects qui en sont sortis. Pour l'instant, tout n'a pas été réussi. On jugera sur 10 ans, sur 15 ans. Mais ce qui est certain, c'est que pendant cette crise-là, il a été associé au camp du non au Brexit. Et ce qui fait en sorte que, s'en mêlant comme acteur politique, ça crée certains griefs. Donc, tu vois, c'est un élément qui compte. Plus encore, sa réputation puis pour ce qui est de Liz Truss, tu as raison de le mentionner, c'est une dame qui n'était certainement pas sans qualité, mais disons que son passage à Downing Street a été très rapide parce qu'elle a cru être capable de défier globalement les marchés, surtout avec une politique de baisse d'impôts significative, et puis elle en a payé le prix. Elle croyait un peu pouvoir faire une Thatcher bis, mais sans s'être préparée suffisamment à la chose. Donc, ça ne suffit pas à ruiner sa réputation, mais ça nous permet quand même de relativiser ses propos. Ensuite, d'où est venue la réputation de Carney, le super banquier central exceptionnel, giga génial? C'est surtout pour ses positions sur la question de la crise climatique. La crise climatique, encore une fois, je le redis, nul ne remet en question le changement climatique. Nos sociétés se demandent comment s'y adapter, est-ce qu'on peut les renverser? Toutes ces questions-là se posent. Mais lui fait partie de ceux qui, globalement, ont dit la question climatique, c'est la question des temps à venir. Puis c'est comme s'il avait mis un claim, comme on dit en bon québécois là-dessus. C'est comme s'il avait laissé une marque sur cette question. Puis ça fait en sorte qu'on le présentait comme le banquier progressiste. Puis ensuite, le financier progressiste. Donc, la réputation de Carney vient non seulement, ou moins, je te dirais, de son administration des banques centrales, qui était, encore une fois, je ne conteste pas sa compétence technique là-dedans, il y en a gouverné 2, mais la surréputation qui était la sienne venait de prises de position qui n'étaient pas liées à ses compétences techniques directement, mais au fait qu'il devenait le symbole d'une forme de capitalisme vert et d'inclusion possible pour notre temps. Et ça, c'est probablement la part qu'on a négligée dans notre célébration du CV, c'est qu'on était devant quelqu'un dont les mérites qui étaient célébrés étaient peut-être moins celles de son passage dans ses différentes fonctions que dans du discours idéologique dont il enrobait ça. Pour ce qui est des paradis fiscaux, c'est assez intéressant, tu as raison de l'amener, parce que voilà un homme qui, mais ce n'est pas le seul, va nous dire « J'ai joué selon les règles du système, tout était légal, vous ne pouvez rien me reprocher. » Mais on lui demande est-ce que c'était éthique, est-ce que c'était moral, est-ce que cette manière de contourner par des contorsions juridiques et comptables les obligations des entreprises, est-ce que ça ne fait pas partie aujourd'hui des dérives du capitalisme qui nous ont conduit à la situation présente? Et là, c'est là qu'il botte en touche, en quelque sorte, en se délivrant de ses responsabilités, en disant, comme premier ministre, je penserais autre chose, mais quand j'étais dans les affaires, j'en pensais une autre. Je ne suis pas certain qu'on puisse se dissocier à ce point-là, c'est-à-dire mon moi privé ne sera pas du tout mon moi public. Je ne suis pas certain qu'un homme qui était un technicien habile manifestement sur ces questions financières de paradis fiscaux, je ne suis pas certain qu'ensuite, rendu aux affaires publiques, il deviendra tout autre. Donc, ça nous amène, c'est pour ça que je le ramène mais de manière un peu obsessive, tu me diras, à l'histoire des 30 dernières années, les paradis fiscaux, la possibilité pour les entreprises de se dérober, surtout à la finance en fait, à se dérober à leurs exigences fiscales et tout ça, ça fait partie d'une époque dont il est le symbole, peut-être le dernier symbole en quelque sorte, parce que cette caste-là est partout balayée en Occident, mais peut-être est-ce qu'elle connaîtra un dernier sursaut au Canada. Parce que c'est ça, c'est pas juste un paradis fiscal, il y a plusieurs. Là. Au début, c'était comme deux de genre 25 milliards, puis là, il y en a un nouveau
qui est sorti, là, justement, où il s'est même chicané avec le Globe and Mail, là, tu sais, puis il l'accusait de mentir, puis, tu sais, tabarnak, il y a tout un premier ministre. Ben, c'est pour ça que là, n'ayant pas le détail, j'ai lu les articles comme tout le monde, mais n'ayant pas les connaissances techniques pour dire qui a raison, qui a tort, je regarde ça. Moi, je lance jamais d'accusation à partir simplement de, s'il y a une accusation, l'autre se défend, je dis, ben, regarde, je tiens compte de l'accusation dans la vie publique sans la reconduire moi-même. Cela dit, je note que Carney a défendu à sa manière la légitimité des paradis fiscaux avec l'argument classique, c'était légal, donc c'était correct. Plutôt que de se demander si les paradis fiscaux n'étaient pas le symbole même des dérèglements de la mondialisation dont on a parlé, qui ont favorisé la création d'une super caste mondialisée. Puis je précise, en disant cela, puis j'ai eu l'occasion de le dire souvent, moi je suis économiquement assez libéral. Économiquement, je ne suis pas particulièrement socialiste. J'ai beaucoup de réserves sur la social-bureaucratie. Je pense que globalement, comme citoyen, on paye trop d'impôts, vraiment trop, que je pense qu'il ne faut pas accabler les plus prospères de surimpôts comme s'il fallait punir la prospérité. Je ne suis pas dans cette école-là du tout. Je pense que les entrepreneurs qui créent de la richesse doivent pouvoir tirer les fruits de leur génie, de leur inventivité, tout ça. Mais ensuite, donc je suis assez libéral sur ça. Ensuite, cette faille de système, cette faille spéculative qui nous a conduit, si on veut faire une histoire longue, il y a la crise de 87 à la rigueur, mais elle n'a pas marqué les consciences. La crise de 2008, la crise des subprimes. Et ensuite, la crise des temps présents, c'est-à-dire, pour moi, j'élargis plus largement, la crise des finances publiques telles qu'on la vit aujourd'hui. Il est difficile de penser que cet homme n'est pas solidaire d'un système dont il était un des maillons. Peut-être Mark Carney est-il un repenti, mais si tel est le cas, il le cache bien. Ben c'est ça, tu sais, c'est qu'il profite des failles, tu sais, c'est comme, hey, on n'ira pas le régler parce que si on va perdre notre avantage là-dedans, là, tu sais. Ben, puis... je sais pas, peut-être que le premier ministre il va dire, je connais le système de l'intérieur et je vais tout réparer et ne vous inquiétez pas. C'est possible. Encore une fois, moi, je n'attaque pas les intentions personnelles d'un homme. Je constate que je serais étonné que ce système auquel il a appartenu toute sa vie, il veuille soudainement s'en dégager, prenant conscience de ses... Puis encore une fois, je ne parle pas d'enrichissement personnel, hein, pas du tout. J'attaque pas d'aucune manière l'intégrité personnelle d'un homme. Je dis que le système qui a eu les défaillances que l'on sait, je ne suis pas certain qu'il lui voit des défaillances dans tout ça. J'ai plutôt l'impression qu'il représente une classe qui fondamentalement veut défendre ce système mondialiste financiarisé à tout prix parce qu'elle est convaincue que c'est le meilleur système. Il nous est permis, je crois, d'être en désaccord. Puis là, au début de la campagne, il s'est retiré là, du face-à-face de TVA. Ouais, ben ça c'est absolument majeur parce que Mark Carney on va le dire, ne parle tout simplement pas français. Ou alors, oui, il parle français comme une vache espagnole. C'est-à-dire, on est devant un cas très réel d'homme qui, il y a une connaissance de base du français, une connaissance même pas fonctionnelle du français, et il a fui, tout simplement. Il a fui le débat TVA, et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est moins que lui fuit le débat TVA, que c'est la conséquence inévitable de ce que devient le Canada depuis un temps. Moi, je note les années Trudeau. Là. Murray Simon, gouverneur général, parle pas français. Michael Rousseau, patron de Air Canada, parle pas français. La plupart des ministres fédéraux parlent pas français. Bon, la photo, rappelez-vous la première photo de famille du cabinet Trudeau en 2015, on célébrait la diversité du cabinet sans avoir le moindre intérêt pour la maîtrise de la langue française. Donc, on célébrait le multiculturalisme plutôt que le bilinguisme. Le Canada est un pays, c'est une formule que j'utilise souvent, je pense que je l'ai même utilisée déjà à ton micro, c'est un pays bilingue de langue anglaise. Le Canada est un pays bilingue de langue anglaise et le français est de plus en plus une langue optionnelle dans ce pays. Donc, il y a l'anglais, puis il y a le traduit de l'anglais. Il y a l'anglais qui est la langue officielle, la langue des débats, la langue essentielle, puis il y a le français qu'on va parler aussi, tant mieux si on le parle, mais c'est de moins en moins essentiel. Et à Montréal même, on peut vivre en contournant le français. Le français n'est plus nécessaire à Montréal. Je ne dis pas qu'il n'est pas utile, mais il n'est plus nécessaire. Puis on peut même faire une belle carrière à Montréal sans jamais interagir avec les francophones. Donc, Michael Rousseau. Voilà. Donc, puis il trouvait que c'est une fierté, lui. Donc, il y a une forme de tendance lourde qui se dégage à travers cela.
cette tendance lourde, c'est non seulement le fait que le Canada s'est anglicisé, mais on s'en doutait, mais le Québec lui-même s'anglicise et on est prêt, puis les Québécois francophones, et ça c'est quelque chose d'assez inquiétant, sont prêts à voter Carney, donc à endosser eux-mêmes l'idée que leur langue est optionnelle pour celui qui gouvernera le Canada. Donc comme si on revenait au temps de Mackenzie King et d'autres qui avaient, le premier ministre parle anglais, puis il y avait le lieutenant québécois pour traduire en français pour les francophones du Québec. Je crois que Carney représente le retour à cette norme anglaise décomplexée. Et puis, dans tout ça, le français est évacué. Puis comme je dis, il a eu le temps dans sa vie de l'apprendre. S'il avait voulu l'apprendre, il aurait pu. L'occasion lui était donnée. Puis c'est manifestement un homme très intelligent, avec des compétences cognitives fortes. Là. Je suis en désaccord avec lui, sa vision du monde, mais c'est pas un idiot. Là. Il a une tête, le bonhomme. Donc, il aurait pu, s'il l'avait voulu, apprendre cette langue. Il a considéré que c'était optionnel. Je suis obligé de constater qu'il avait objectivement raison parce qu'il a, je m'en désole, hein, parce qu'il pourrait se faire élire sans même la parler, sans même faire un vrai débat au Québec. Et au terme de cela, les Québécois qui voient en eux remonter leur syndrome colonial, remonter à le syndrome du colonisé du Québécois qui veut le protecteur anglais contre l'Empire américain, eh bien, finalement, le français aurait été optionnel, puis les Québécois lui auront pardonné. Je ne peux, encore une fois, m'empêcher d'y voir, au-delà de la surface, la remontée de schèmes culturels profonds chez les Québécois francophones. Ben ouais, puis tu fais bien d'en parler, puis juste, tout à l'heure, tu en as un petit peu jasé, là, mais juste d'avoir mis Mark Wiseman avec les relations canado-américaines, que lui, il est très pour l'initiative du siècle, puis en plus, il rajoute, puis ça, c'est très important de le dire, et ça, même si ça fait hurler le Québec, aboyer le Québec. Et tu connais la référence historique derrière ça. Calice, c'est Johnny McDonald. Exactement. À propos de Louis Riel, nous pendrons Riel, même si tous les chiens de la province de Québec se mettaient à hurler. Je n'ai pas la formule exacte, mais c'est ça. Là, je me suis dit, OK, on est devant un gars qui... qui se réapproprie la référence de McDonald, se félicitant de la pendaison de Riel. Et ça, on est censé considérer que cet homme-là est une figure légitime dans le Canada. Il est manifestement dans le Canada anglais, puis le Québec pèse plus assez pour juger que c'est inacceptable. Moi, ça m'avait... Mais quand j'ai vu ça... Encore une fois, cela dit, parce que c'est important, c'est très bien que tu le mentionnes, ce rappel historique, parce que dans la classe médiatique, plusieurs, pour ne pas dire la plupart, ne connaissaient pas la référence. Donc là, quand on leur disait, regardez à quoi il faut référence, mais là, tu imagines des affaires, tu les inventes. Mais non, mais m'amener, ça sert à quelque chose de temps en temps, avoir 3 ou 4 références historiques dans la tête. Ben, gars, une autre référence, c'est Marcel Tessier, historien, qui disait si les Québécois connaissaient leur histoire, ils seraient tous souverainistes. C'est un personnage que j'aimais beaucoup, que j'ai connu quand j'étais jeune militant du Parti québécois dans Blainville, il y a mon Dieu, comme je disais, non seulement au siècle dernier, mais au millénaire dernier. Je l'avais connu, puis c'est un homme tout à fait attachant, qui avait tout à fait raison de dire que la connaissance de l'histoire n'est pas un simple passe-temps. Un passe-temps pour les époques passées, ça alimente de connaissances des époques passées, ça peut structurer notre compréhension du présent, et ayant un père qui était prof d'histoire toute sa vie et qui pensait le présent à la lumière de l'histoire, pas qui abolissait le présent, pas qui disait le présent c'est rien, c'est simplement le passé qui se reproduit, non, mais le présent s'éclaire à la lumière de l'histoire, ça permet de mieux comprendre les temps présents. Et de ce point de vue, je trouve qu'on est avec Carney vers le retour, une forme de posture impériale de l'élite anglo-canadienne dans son rapport au Québec. Puis aussi, il veut empêcher la loi 96 au Québec, encore une fois, c'est un autre affront au pouvoir provincial du Québec. Puis, c'est pas à lui, c'est pas au Canada à décider qu'est-ce qui est bon pour le Québec ou non. C'est aux Québécois de décider, qu'on soit pour ou contre la loi 96. C'est pas ça l'affaire. C'est pas au fédéral à nous dire comment diriger dans notre province. Parce que c'est encore une province. Je suis absolument d'accord, mais c'est là-dessus que les fédéraux ne sont pas d'accord. Puis les fédéraux, il ne faut jamais oublier la Constitution de 1982 de Trudeau est une Constitution qui est fondée, parce que Trudeau, c'est un autre, c'est un intelligent qui était fidèle, il n'était pas loyal à son peuple, mais c'est un intelligent. Trudeau a pensé la Constitution de 82 sur la base suivante.
Les Québécois, laissés à eux-mêmes, ne sont pas un peuple démocratique, c'est une majorité ethnique intolérante qui persécutera les minorités. Donc, on a besoin, la démocratie ne leur est jamais venue d'eux-mêmes, elle leur a été imposée par les Anglais, mais lorsqu'ils ne sont pas tenus, lorsqu'ils ne sont pas bridés, ils redeviennent fondamentalement des autoritaires ethnocrates. Donc, la Constitution de 82 avait pour fonction de réguler de l'extérieur un peuple qui, laissé à lui-même, serait dangereux et toxique, et de limiter ses pouvoirs en matière identitaire pour l'empêcher de persécuter les minorités. Donc ça, c'est le fondement de 82. La Constitution de 82, la Constitution que le Québec n'a pas signée, c'est une Constitution qui est fondée sur la négation explicite de l'existence du peuple québécois et la volonté de l'encager. Une fois qu'on dit ça, Carney nous dit, effectivement, le Québec n'a pas... C'est ce qu'il nous dit. Il dit, le Québec peut faire ces lois-là, mais ce n'est pas le Québec qui va décider en dernière instance, c'est nous, à Ottawa, par la Cour suprême, en fonction de la Charte des droits, c'est nous qui allons décider si la décision des Québécois est légitime ou non. Les Québécois peuvent décider ce qu'ils veulent en débattant entre eux. Finalement, c'est Ottawa qui va décider. Puis dans le même état d'esprit, là, il y a le nouvel argument qui nous est présenté. C'est un argument qui dit, non, c'est pas la clause, c'est pas la loi qui est contestée, c'est l'utilisation préventive de la clause non-obstant, la clause qui permet en fait d'assurer le primat du Parlement plutôt que le gouvernement des juges. Eh bien, ce qu'on nous dit à travers ça, c'est que la clause non-obstant qu'on utilise de manière préventive, la clause dérogatoire, pour assurer le primat des décisions du Québec à l'Assemblée nationale. Et puis on l'utilise pas la clause après que les juges aient dit si oui ou non on est d'accord avec ça. On l'utilise dès le début pour rappeler le primat légitime du Parlement qui s'ancre dans la souveraineté populaire. Mais ça, c'est ce qu'on veut mutiler en ce moment. Puis il y a une forme de mouvance de juristes de gauche radicale ou libéraux fédéralistes qui sont, de ce point de vue, pensent la même chose et qui veulent toujours diminuer le pouvoir des parlements et des élus ou du peuple par le passage du référendum. Et ça, de ce point de vue, quand Carney nous dit qu'il va s'associer aux entreprises pour diminuer les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou les lois essentielles votées par l'Assemblée nationale, retrouvons-y, on parlait de l'histoire, la trace profonde de l'impérialisme britannique qui aujourd'hui prend un autre visage, mais considère que le Québec laissé à lui-même ne doit surtout pas décider pour lui-même. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. Là, encore une fois, je sais qu'il est tard pour toi, là aussi, que tu es chez vous. Là, fait que merci beaucoup. Puis j'espère que ça va aider le monde avec leurs questions. Ça va les avoir un peu plus éclaircies. Puis ils vont prendre ça plus en perspective le 28 avril. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci pour l'invitation. As-tu un dernier mot à dire pour... je te laisse la fin? Ou, Non, mais c'est un plaisir que d'être invité dans cet excellent podcast. Dieu sait, franchement, c'est un vrai plaisir d'y être. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.